Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h46, ce livre ce matin, Covid-19 et après, 10 commandements pour un nouveau contrat humaniste et durable aux éditions Robert Laffont. C'est avec Frédéric Lefebvre, qui est avocat et ancien ministre de Nicolas Sarkozy, et Bernard Chosgros aussi. Oui, absolument. Et ça ressemble un peu, moi je trouve, bonjour Frédéric Lefebvre. Alors, bonjour tous les deux. Oui, bonjour. On précise que vous avez gardé votre masque parce que vous êtes une personne dite à risque. Et donc, vous ne... J'ai raconté dans un autre livre, effectivement, ce que j'ai rencontré il y a quelques années, c'est-à-dire des embolies pulmonaires, infarctus pulmonaire et quelques aventures de ce type, qui évidemment obligent à quelques précautions pendant cette crise. Et j'en profite d'ailleurs parce que... Vous avez vécu avec l'angoisse justement cette crise et encore aujourd'hui, ou aujourd'hui ça va mieux, il y a quand même... Avec angoisse comme tout le monde, je pense qu'effectivement, par moment on avait une vraie peur qui... Et puis moi j'étais en famille, donc du coup les uns les autres ne le vivent pas toujours de la même façon, il y a des stress qui se mettent en place. Et puis en même temps on a vu, et c'est un des éléments d'ailleurs qu'il y a dans le livre, cette capacité du collectif quand on s'unit et qu'on réagit tous de la même façon, de combattre même un virus. Est-ce que vous n'avez pas été surpris, à propos du collectif, est-ce que vous n'avez pas été surpris quand même aussi de la vitesse complètement sidérante à laquelle les gens finalement se sont pliés au confinement quand même en 3 jours. Il y en a certains qui le dénoncent en fait aujourd'hui en disant que ça ressemble en fait, on va pas aller à un état totalitaire, mais quasiment. Oui, on va voir tous les excès, oui, bien sûr. Évidemment, mais non, moi j'ai pas été si surpris que ça en fait, parce que je pense que nos compatriotes, à partir du moment où on leur explique les choses, qui mesurent le danger, en plus là tout le monde a constaté que c'était une pandémie mondiale, donc personne pouvait ne pas y croire, d'autant que ça s'est développé à nos portes avant de se développer en France, et que tout le monde voyait les dégâts. Et les gens sont, à partir du moment où on leur explique les choses, où on leur dit les choses, moi je pense qu'il faut faire confiance aux citoyens. C'est d'ailleurs une des choses qu'il y a dans ce livre. Je pense que les gouvernants ont tendance à vouloir s'accaparer le pouvoir en oubliant qu'en réalité, ils ne sont que les représentants du peuple. Le pouvoir et l'administration. Ce que vous décrivez très bien, et ça fait partie de l'un de vos 10 commandements où il faudrait travailler sur l'ensemble de cette administration. Mais oui, il faut désintermédier. Je veux dire, la France, elle n'en peut plus. Tout le monde le sent. Quand vous prenez notre système de protection sociale, peut-être on va y revenir, moi je défends le revenu universel, mais ce système de protection sociale, je parle uniquement de son coût de gestion. Quand vous prenez tous les étages, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, vous êtes à 30 milliards d'euros de coût de gestion du bazar. Et sur la santé, ça a été très frappant. Je me suis amusé avec Bernard Chosgros dans le livre à mettre il y a une dizaine de lignes, il y a tous les sigles des organismes administratifs dans le domaine de la santé qui se sont illustrés par, et les médecins, on l'a vu, leur réaction, par des systèmes de blocage permanent. Moi, j'ai connu il y a 20 ans, mon père était médecin, il y a 20 ans dans les hôpitaux. Vous aviez un pilotage par le maire, un professeur de médecine qui représentait le corps médical, et vous aviez le directeur qui représentait l'administration. Comme on ne fait pas confiance, évidemment, ni aux élus, ni aux médecins, qu'est-ce qu'on a remplacé ? Le système maintenant, c'est un directeur, vous avez 20 directeurs adjoints. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à part qui coûte cher, qui réglementent sans arrêt, qui apportent des emmerdements, qui bloquent tout, qui empêchent telle ou telle initiative. Ça a été très frappant pendant cette crise. Et ça, il va falloir le remettre à plat, et ça changer. Alourdit, forcément. Et ça alourdit, ça coûte cher. C'est tous ces gens-là. Quand chaque jour, et on le voit dans les territoires ruraux, on en parle beaucoup dans le livre, les services publics s'effacent parce que telle ou telle administration n'est plus présente dans tel ou tel territoire rural. Il faut redéployer. Au lieu d'avoir des gens qui sont des improductifs, qui ne produisent en réalité que des réglementations, des règles, qui, je le disais, emmerdent le monde. Mais ces gens-là, mobilisons-les sur des services rendus aux citoyens. À propos de citoyens, justement, vous allez un peu dans le sens des Gilets jaunes il y a 1 an et demi, puisque vous dites qu'il faut un comité, c'est un comité décent, c'est ça, des citoyens tirés au sort pour pouvoir les allier, les mettre un petit peu en condition avec les. Je crois qu'on a besoin de démocratie athénienne dans ce pays. Je pense que, par exemple, il y a une réforme que je la développe rapidement, je l'avais beaucoup développée dans Chaos, mon précédent livre.
qui est, je pense, importante alors qu'on parle de réforme institutionnelle. Le Sénat, aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de cumul des mandats, franchement, il est délégitimé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas 2 chambres. Moi, je crois au bicamérisme. Mais on fait la proposition qu'un tiers des sénateurs soit en réalité le corps électoral du Conseil économique, social et environnemental, donc des représentants des acteurs économiques, un tiers soit représentant des collectivités locales comme aujourd'hui, et un tiers soit tiré au sort parmi les citoyens. Ça, c'est une réforme qui permettrait de faire venir des hommes et des femmes du terrain, qui, à un moment, un peu comme le système des jurés, vous savez, tout ça, ça vient de la démocratie athénienne, qui acceptent de mobiliser leur vie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour le pays. Est-ce que chacun... Et un conseil décent, même chose, qui serait aux côtés de l'exécutif, et l'exécutif pourrait à la fois écouter ce qu'ils ont à dire, à proposer sur les différents sujets qui sont débattus dans le pays, et leur demander leur avis, voire leur demander de travailler pour modifier telle ou telle grande réforme. À propos du Sénat que vous avez évoqué à l'instant, il y a eu une proposition de Nicolas Sarkozy qui va demander... de Nicolas Sarkozy, tenez, sans doute référence à une ancienne période, d'Emmanuel Macron, qui va demander aux différentes institutions leur plan pour après. Il a eu une réponse de non-recevoir venant je vais vous dire, Gérard Larcher. J'ai trouvé que Larcher était indécent, je vous dis la vérité, dans sa réaction. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. D'abord, dans le livre, c'est amusant parce qu'avec Bernard, nous proposons justement que l'exécutif... Bernard Chosgros, pardon. Nous proposons dans le livre, c'est à la fin du livre, que le gouvernement fasse naître une commission sanitaire avec des professionnels de médecine, des experts, des élus de toute tendance, pour essayer de tirer les conséquences d'une crise totalement inédite. C'est-à-dire faire comme s'il fallait recommencer comme avant, ne rien changer. Le Sénat va faire sa petite commission d'enquête avec, comme le Sénat, c'est l'opposition, puisque la majorité y est très faible. Au moins, c'est peut-être un petit peu plus neutre que si c'était piloté par le gouvernement, par les autorités. Mais moi, ça ne me dérange pas que le Sénat fasse sa commission. Ça ne me dérange pas que l'Assemblée fasse sa commission. Mais le président de la République, le gouvernement sont dans leur rôle que d'essayer d'une crise comme celle-là, de tirer, en essayant d'avoir l'avis de tous, des grandes leçons pour modifier en profondeur notre système d'organisation de la santé. Et vous avez les réflexes pavloviens des gens qui... Alors je me suis amusé sur Internet à comparer Gérard Larcher, parce que vous savez que c'est un passionné de chasse, il lâche les chiens avec un objectif, c'est se faire le gibier Macron. Mais franchement, les Français s'en contrefichent de ça. Ce qui les intéresse, c'est que de cette crise, et tant mieux si Larcher, les LR, mais le Rassemblement national, peu importe. Si des gens font des propositions qui sont intéressantes, qui peuvent améliorer les choses, il faut les prendre. Il faut arrêter avec ce système. Ça, c'est vraiment une des choses qui, je pense, exaspère le plus les gens. Quand vous êtes resté comme moi pendant 2 mois à réfléchir au monde, à la société, à la manière dont on va vivre, à la mobilité, le télétravail a fait réfléchir beaucoup de gens. Voir le truc reprendre comme si de rien n'était. Les gens mettent leur pas en disant la démocratie ci, la démocratie ça. Ben, franchement, je pense... Il y a un risque, quoi, finalement, qu'on oublie tout ça. La déclaration de Gérard Larcher, elle m'a juste suscité une chose. C'est que dans le livre, on parle du Conseil décent, et je parle de la réforme du Sénat en disant c'est sans doute pas l'urgence, puisque globalement, les hommes politiques de droite comme de gauche ont plutôt joué le jeu pendant cette crise. Ben, la déclaration de Gérard Larcher me fait dire que finalement, elle est peut-être urgente, cette réforme du Sénat. Cécile. Oui, vous parlez de télétravail, et on l'a vu pendant ce confinement, ça a creusé quand même forcément les inégalités, et surtout sur la fracture numérique. Et oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même plein de gens aujourd'hui, enfin c'est 30% de la population. Et ça doit être prioritaire. Je veux dire, à un moment où le pays va se mobiliser, ne serait-ce que pour relancer la croissance, que l'Europe va déverser des milliards. On fait des propositions, on va peut-être y venir, plus innovante que de la dette comme d'habitude avec du capitalisme populaire, mais ça veut dire que l'objectif va être comme Madame Merkel a mobilisé 130 milliards, qu'on mobilise entre 100 et 150 milliards en France pour investir dans l'économie. Une des priorités, pour moi, c'est casser cette fracture numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on l'a vu, et on le voit pour l'avenir, des hommes et des femmes ne sont pas traités à égalité face au télétravail. Pourquoi le télétravail est essentiel ? Il est essentiel
parce qu'il ne s'agit pas pendant 2 mois et demi, comme on l'a été, d'avoir aucun contact social, parce que ça, évidemment, ça peut être pesant et lourd. Mais pouvoir s'organiser, vivre 3-4 jours par semaine dans son village, dans sa petite ville de province, et ensuite venir un jour, 2 jours dans la grande ville. Ouais, à côté. Ouais. Voilà. Ouais. Ça doit être offert à chaque citoyen. On doit investir massivement pour offrir. Et ça sera d'abord bien pour chaque individu. Ouais. C'est donc une politique humaniste. Mais de la même façon, c'est un plus collectif. Ça veut dire qu'en termes de planète, de protection de l'environnement, vous évitez des allers-retours sans cesse en matière de transport avec tout ce qu'on sait en termes d'énergie. Vous évitez que les boîtes aient des bureaux trop grands, important, évidemment. Puisque évidemment, si vous tournez avec des gens qui sont en télétravail, vous fonctionnez différemment. Et moi, je connais les freins, parce que vous savez, je me suis fait matraquer sur le télétravail par François Fillon, notamment, à l'époque où j'étais député, vous en souvenez peut-être. J'avais lancé un grand débat sur le télétravail et tout le monde m'avait demandé de me taire. Ouais. Et je me souviens même de FO, à l'époque, qui avait dit Lefebvre veut faire travailler les morts. Ouais. Donc on voit le chemin parcouru en 10 ans. C'est un droit qu'il faut donner à chaque salarié. Alors évidemment, il y a des métiers qui ne se prêtent pas à ça. Ouais. Mais quand le métier s'y prête, c'est vraiment... faut ouvrir la voie. Mais c'est évident. Allez, donc 10 commandements à lire donc, de Frédéric Lefebvre avec Bernard Chosgros. Il y a par exemple un commissariat au plan qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Vous l'avez dit, un fonds public le temps aussi, long. Un fonds public de développement durable, hein, évidemment. Et puis beaucoup d'autres idées. La réforme aussi de l'audiovisuel, le système de santé. Merci. Et un livret zéro avec 2% garantie, qui permettent de mobiliser l'épargne des Français, ceux qui le veulent, pour participer à ce plan de construction. Et avec, et c'est nouveau, un vrai actionnariat. C'est-à-dire que si ça fonctionne derrière, vous avez en plus de ces 2% garantis, un intéressement et du variable. Et ça, 5%. Ça changerait que d'aller faire comme d'habitude de la dette. Oui. Merci à vous. Dans un instant... C'est aux éditions Robert Laffont. Et dans un instant, Valérie Expert qui reçoit Nawel.